On va parler d'Aquaman maintenant. Et Aquaman, il est un peu plus développé que dans la version de Whedon. Pas plus que ça, mais beaucoup, mais quand même plus quand même. quand même. Bah déjà, on sent beaucoup plus que le gars n'appartient à aucun des deux mondes. On sent que le gars est indépendant. Le gars, il sauve des gens en Islande. On sent qu'il est spécial parce qu'il a ses yeux bleu-blanc. Ce qui, je trouvais ça dommage qu'il les avait pas dans Aquaman le film parce que justement, ça lui faisait ce côté un peu hybride, un peu bâtard. Qu'il est mi-humain, mi-atlante. Et ça le rendait spécial visuellement. Et comme j'ai dit, pour moi, Jason Momoa, c'est le Aquaman parfait. C'est un mélange entre l'Aquaman beauf de Batman Alliance des Héros, du Aquaman de Justice League, qui se ressemble vraiment à celui-là, un peu, ce Aquaman sérieux, barbu, cheveux longs, un peu badass, et vraiment du Aquaman un peu les Aquaman des New 52, un peu qui n'a pas de direction fixe, qui est alcoolique, etc., qui est jeune. Donc pour moi, c'est vraiment une très bonne réadaptation de Flashpoint et du Aquaman des comics, du Aquaman en général, des comics et des dessins animés. Et puis j'aime beaucoup son design basé sur l'Aquaman aux cheveux longs des années 90, un peu rock. Et donc son côté rock marche très bien du coup, quand il skie sur des paradémons, encore une fois. Et puis j'aime beaucoup le choix de Cyborg pour lui, parce que lui je trouve que avoir pris cet acteur était pertinent pour la diversité, parce que Jason Momoa provient d'une culture très très proche de l'océan en fait. Donc au final, son casting était très pertinent pour Jason Momoa, et je l'aime beaucoup ce casting-là, j'aime bien Jason Momoa. Son costume, je suis pas un grand fan du costume par contre. Autant j'aime bien le costume homemade de Flash, autant celui-là, je trouve qu'il a pas de couleur définie, c'est assez beauf. J'aime bien. Après, sinon, il y a le trident qu'il avait dans Aquaman, etc. Et au moins, le film se mène directement à Aquaman avec la fin, où au final, dans Aquaman, le Wonder disait que tu as battu Steppenwolf, et oui, il a bel et bien battu Steppenwolf. Et donc à la fin, il commence à s'approcher des Atlantes et des humains. Donc à la fin, oui, ça mène parfaitement au film Aquaman où il va devenir le roi des Atlantes, quoi. Donc oui, ça passe très bien. Le début de la relation avec Mera passe bien également. Au niveau des scènes d'action, le seul truc qui pouvait me décevoir dans le combat final, c'est qu'il n'y avait pas d'environnement aquatique dans le combat final pour qu'il soit en plein pouvoir en fait, pour qu'il soit badass en fait. Parce qu'en plus on est dans un combat final, on massacre on détruit des villes et tout, donc voilà. Mais au final ça m'a pas dérangé parce qu'ils ont réussi à le rendre utile et puissant. Parce qu'en gros dans cette version là, en fait Aquaman peut faire des gros champs de force, des grosses vagues d'énergie en utilisant son trident en fait. Ce qui le rend beaucoup plus puissant, du coup, et donc ça marche très très bien, ces vagues d'énergie qu'il dégage. Et puis on a pu voir un peu ses capacités aquatiques dans la scène où il sauve la Ligue dans le tunnel, quand même. Et son arc est intéressant, vu que du coup, comme j'ai dit, il sauve le pêcheur, on voit qu'il veut pas rester dans le bar, il veut rester tout seul. On voit qu'il assume pas le côté humain, les humains, ensuite il va voir, il y a Vulko on sent qu'il est très apaisé devant le trône d'Atlan, qui est aussi un teasing énorme sur le fait qu'il est censé devenir roi. Et dans Aquaman, du coup, c'est parfait avec Aquaman, vu qu'à la fin d'Aquaman, il devient roi. Et il y a Vulko qui vient lui parler, on voit que Vulko et Aquaman, ils s'entendent pas, et qu'on voit du coup qu'Aquaman est vraiment pas attaché ni aux Atlantes, ni aux humains, en fait. Du coup, et quand il voit que même Wonder Woman n'a pas de problème avec les Atlantes, alors que lui, il en a un, il sent que lui, il doit commencer à se rapprocher d'eux, en fait. Et donc, à la fin, il commence à se rapprocher d'eux, au final. Et je trouve son arc logique et cohérent. Le fait que le gars soit séparé au fil du film, soit séparé, qu'à la fin, avec la Ligue, il trouve une nouvelle famille, au final. Et puis sa relation, comme j'ai dit, avec Batman, avec Flash, avec Cyborg aussi, avec Batman qui fait penser provocateur, qui me fait un peu penser à Batman Alliance des Héros, avec Flash un peu où ça s'embrouille un peu aussi, avec Wonder Woman, cette relation de respect entre les deux une Amazon et un Atlante, et avec Cyborg où au début il doute sur lui, il pense qu'il peut être un traître, vu qu'Aquaman est en manque de confiance, ça traduit parfaitement son personnage qui est en doute pendant tout le truc, est en manque de confiance pendant tout le film, il est contre la résurrection de Superman, il croit en rien, et au final tout a payé, et maintenant il est dans une famille unie, quoi. Et c'est plutôt cool. Et d'ailleurs c'est cool de le voir en roi, du coup, là, en roi dans la mort, quand il meurt contre Darkseid. D'ailleurs dans la petite scène qu'on aurait dû avoir dans Justice League 2 dans la vision de Cyborg. Donc voilà pour le truc d'Aquaman. Ce qui est bien avec Aquaman, c'est que lui aussi a une fin ouverte, mais au moins cette fin est résolue par la fin du film Aquaman, du coup. Donc c'est cool pour lui aussi, parce que lui aussi, sa fin ouverte est résolue, et on va finir sur le GOAT, Cyborg. Ray Fisher est le parfait acteur pour jouer Cyborg, parce que physiquement, je vois Cyborg. C'est le visage, c'est Cyborg, je trouve. Et visuellement, autant il y a des trucs que je préfère chez Whedon, je vais être honnête. Il y a deux trucs. Chez Whedon, j'aime bien quand il dit Bouya. Même si ça fait une grosse histoire, mais j'aurais pas pleuré s'il n'avait pas dit Bouya. Il n'y a pas de problème. Hein. Non, moi, le truc que j'aime bien chez Whedon, c'est qu'il avait un redesign à la fin. Parce que moi, j'aime bien. Je suis pas un grand fan de son design qu'il a, Cyborg, qui a un design très très.
mutant, justement, il s'est très métamorphosé. On voit que c'est pas lui qui a choisi d'avoir ce design, c'est un truc un peu vraiment très cubique, très bordélique, un peu son design, et ça fait vraiment Frankenstein dans son look. Mais du coup, j'aurais bien aimé, du coup, c'est vrai que j'ai trouvé ça pertinent à la fin du film de Whedon, qu'il avait un redesign comic book des New 52 qui était vraiment stylé, alors que chez Snyder, il n'a pas de redesign du coup, et on voit dans le Nightmare, donc dans Justice League 3, le Nightmare, que son design n'aurait jamais changé en fait. Donc au final, ça m'a un peu dérangé qu'il n'ait pas eu de changement de design, lui, pour le coup, parce que c'est vrai que j'aurais pas aimé avoir Cyborg avec ce design-là pendant tout le truc. Ça, c'est mon seul défaut que j'ai avec ce Cyborg, sinon c'est la perfection. C'est la perfection, et je suis presque heureux que ce soit lui, le personnage qu'on ne reverra plus, parce que c'est le seul personnage qui a un arc complet à 100%. Avec d'autres personnages, mais son arc est complet à 100%. Il n'y a rien qui dépasse. Et donc c'est pour ça que je me dis, même si on le reverra jamais, au moins là, son arc était complet à 100%, il a eu un arc, il est terminé à la fin de ce film. Là où Whedon avait complètement supprimé ses scènes, avait gâché le personnage, là on est à fond sur lui. On a la backstory des comics, des New 52, joueur de basket, hacker qui a aidé les gens, et puis l'accident qui tue sa mère, qui le tue lui, qui le tue presque lui, son père qui fait tout pour le sauver, le fait que son père soit intéressé par lui en tant que machine, non en tant que fils, c'est les comics ça, c'est totalement les comics. Et donc oui, ça marche très très bien. Et son père joué par Joe Morton, Monsieur Terminator, qui joue à peu près le même type de rôle d'ailleurs, bah du coup lui aussi marche très bien, bien sûr, sa relation avec son fils marche très bien, le fait que son fils l'aime jamais vraiment, et que c'est qu'à la fin il voit que son fils a accompli quelque chose, quand il voit que son fils va dans la forteresse de la solitude, il voit que, putain, il est avec une équipe de super-héros, mon fils a trouvé sa voie, et donc lui n'a plus peur de se sacrifier, et donc se laisse désintégrer en voyant son fils pleurer pour lui, donc il voit que son fils l'aimait avant de mourir, et l'arc de Cyborg se termine avec le fait qu'il écoute les dernières paroles de son père qui l'inspirent du coup. Donc au final, le père a eu un bel arc de base, Silas. On voit que c'est un scientifique qu'il est fasciné par la science, etc., qui y va à fond, mais il a essayé de faire le pas vers son fils avant de mourir malgré tout. Donc c'est plutôt beau. Et donc Cyborg, lui, du coup, il y a eu toute sa backstory qui marchait bien, et le fait que même s'il se déteste lui, il essaye de se rendre utile, malgré tout, il essaye de trouver un rôle, et donc, quand il sauve cette dame, quand on voit à quel point il est puissant, qu'il peut détruire le monde, qu'il peut créer un krach boursier, qu'il peut enlever l'argent de tout le monde, qu'il peut être l'homme le plus riche du monde, qu'il peut lancer les missiles et détruire le monde, oui, le gars, dans celui-là, ils ont vraiment montré qu'il avait sa place dans l'équipe, que c'était vraiment un dieu, comme tous les autres membres de la Ligue, c'est un personnage divin, et ça a vraiment marché avec moi. Et puis le fait que c'est un personnage qui a du cœur, qui sauve cette vie pauvre, qui sauve cette vie pauvre en lui donnant de l'argent, c'était magnifique aussi. Et puis il a des bonnes relations avec les personnages, comme je l'ai dit, avec Wonder Woman, avec Flash, avec Aquaman. Et oui, ça marche très très bien. Et donc pendant tout le film, il essaye de sauver son père et d'affronter Steppenwolf. Et à la fin, quand son père meurt, et pendant tout le film, il est dégoûté de qui il est, mais à la fin, quand son père se sacrifie et qu'ils ont enfin un plan, et ben il est heureux, il est heureux, il a une famille, il a un rôle dans sa vie, c'est un héros, et quand il affronte les Motherbox qui prennent son apparence et l'apparence de ses parents, le gars les détruit, il dit je ne suis plus brisé, c'est ma nouvelle identité ça, et je ne suis plus tout seul, j'ai la Ligue avec moi, et il est détruit, et Cyborg a terminé son arc, et à la fin du film, il assume officiellement qui il est content de qui il est Cyborg, il est un nouveau héros, il est encore mieux que ce qu'il était avant. Il écoute les dernières paroles de son père, heureux, il regarde la tombe de ses parents, heureux de l'homme qu'il vient de devenir, et il vole, et il a terminé son arc. Il n'y a rien qui dépasse. Donc comme j'ai dit, s'il revient plus jamais, c'est pas grave parce que son arc est parfait. Il y a un point A, un point Z. Pas besoin qu'on le revoie dans une suite parce que son arc est terminé. Et je dis ça parce que Ray Fisher ne reviendra plus, normalement. Parce que Ray Fisher s'est embrouillé avec les patrons de Warner et de DC Films. Et donc Ray Fisher en fait a dénoncé le racisme de Warner, le fait que Warner n'enquêtait pas sur les reshoots de Justice League de Whedon qui étaient très violents comme je vous l'avais décrit. Et donc il a accusé Warner de tout ça, et donc il a dit qu'il ne participerait plus pour aucun film dirigé par le patron de DC Comics, Walter Hamada. Et donc, comme il devait être dans le film Flash, il devait avoir un rôle important dans le film Flash, il a été supprimé du film Flash, du coup. Et on ne devrait ne plus jamais le revoir, du coup, malheureusement. C'est pour ça que c'était quand même cool que Snyder ait quand même tourné une scène récemment de lui, avec la scène du Nightmare, du coup, où il l'a fait revenir malgré tout, donc au moins il aura pu jouer le rôle une dernière fois l'année dernière, du coup. Et puis je trouve qu'il a vraiment la voix de Cyborg, tu vois, quand il parle, il y a vraiment ce côté robotique à la fois humain, je trouve il a le parfait équilibre entre
l'émotion et le côté robot. Donc je trouve que ça marche très bien. Et si on parle de la Ligue en général, eh ben, je trouve que ça marche du feu de Dieu. Hormis Superman qui est un peu hors case parce qu'on n'a pas pu voir son alchimie avec la Ligue, là, contre la version de Whedon, la Ligue c'était des paumés de la vie. Ils allaient au talent, ils savaient pas quoi faire, ils se disent ok, on a ressuscité Superman, il s'est barré, on va faire le combat final, on va peut-être crever, mais c'est pas grave. Et au final, dans le combat final, ils servent à rien, tous, et il y a Superman qui arrive, il sauve tout le monde, et c'est Superman qui bat Steppenwolf, etc. Voilà, c'est la Ligue, c'est des débiles. Alors que dans cette version-là, ben là, en fait, ils sont tous utiles, en fait. Au début, dans le combat du tunnel, ils sont tous en galère, hein, c'est normal, c'est la première fois qu'ils sont en équipe. Mais dans le combat, mais quand ils ont ressuscité Superman, certes, mais à la fin, ils ont un plan. Ils ont réussi à concevoir un plan sans l'idée que Superman puisse arriver. Mais Batman pense que Superman va arriver, donc l'arrivée de Superman reste quand même logique, quand même. Et donc, la Ligue a un plan. Aquaman et Wonder Man affrontent Steppenwolf à la défensive pour protéger Cyborg. Cyborg, lui, réactive la boîte et va essayer de rentrer dedans pour la désactiver pour sauver le monde. Flash, lui, va propulser Cyborg dans la boîte. Et pendant ce temps, t'as Batman qui ouvre le bouclier, qui ouvre le bouclier de protection de la zone où ils doivent prendre la boîte. Et c'est lui qui protège la base où ils sont pour contrer les paradémons. Et t'as Superman ensuite qui participe à la défensive en affrontant Steppenwolf avec Aquaman et Wonder Man. Donc au final, toute l'équipe du film est utile. Et ça c'est génial, c'est l'alchimie. En plus, il y a des combos dans ce film entre Superman qui envoie au ping-pong à Wonder Man qui envoie à Aquaman, et Aquaman et Cyborg qui sont des petits combos, Wonder Man et Aquaman qui sont des combos entre Atlante et Amazon, etc. Et même la Batmobile avec Aquaman qui saute de la Batmobile, etc. Et Cyborg qui prend Aquaman et qui le balance. Il y a vraiment plein de cool combos. Dans ce film-là, on a enfin une cohésion. Déjà, je voulais déjà développer avec tous les personnages chacun leur tour. Ils ont tous des relations très intéressantes, certains un peu moins développées, certains d'autres plus développés, et ils ont tous une cohésion, c'est une équipe. On est attaché à eux à la fin, et on a la Ligue à la fin, quoi. Et donc à la fin, ils sont ensemble. Bruce Wayne va construire le hall de justice, et donc dans Justice League 2, on a eu la vraie Justice League. On va dire. Le seul regret que j'ai, c'est les citoyens en fait. C'est que je trouve dommage qu'on n'ait pas une scène où on voit genre la Ligue être acclamée par les citoyens, qu'on n'ait pas une scène où est-ce que les gens savent que la Justice League existe en fait? Est-ce que les gens le savent en fait? Parce qu'à aucun moment on voit les gens, on voit genre des journaux où ça parle de la Justice League, etc. etc. Il n'y a que dans le film Shazam qu'on a ça. Dans le film Shazam, on sait que la Ligue est mondialement connue, mais j'aurais bien aimé qu'on ait genre une fin où la Ligue regarde la télé, ils voient qu'ils sont connus, qu'ils sont célèbres maintenant, ou je sais pas, ou qu'on leur donne des médailles, que le président leur donne des médailles comme dans le comics Justice League Origin. C'est vraiment le point de vue des citoyens qui me dérange. Parce que la Ligue en elle-même c'est très bien, mais c'est vraiment le point de vue des citoyens qui me dérange. J'aurais vraiment aimé qu'on voit le point de vue des citoyens. Mais sinon c'est cool, ils auraient eu le hall de justice, etc. Et puis ils ont quand même vécu quelques aventures en un seul film qui marche très bien, que ce soit le Nightmare dans quelques petites scènes, la résurrection de ressusciter Superman et affronter Steppenwolf et confronter Darkseid. Donc c'est plutôt cool, et donc la Ligue, j'ai vraiment pas grand chose à redire, c'est vraiment très cool, et ils ont été plutôt fidèles, et même mieux. Et ont même mieux adapté le comic, et ont même mieux fait que le comics Justice League Origin au niveau de leur fondation. En espérant les revoir, mais restore de Snyderverse. Et là on va parler de Steppenwolf, donc j'ai pas beaucoup parlé dans la partie histoire parce que je voulais vraiment parler en solo, on va dire. J'ai un ou deux regrets pour Steppenwolf seulement, mais c'est pas énorme. Déjà mon premier regret c'est le fait que dans la version de Whedon ils disent le mot New Gods, alors que dans la version Snyder ils ne le disent jamais. Alors que justement la version Snyder c'est vrai que les New Gods sont les plus développés, mais c'est rien du tout. Hein. Et le deuxième truc que j'aime bien c'était le côté sarcastique de Steppenwolf en fait de la version de Whedon. Parce qu'en gros Steppenwolf on voyait que c'était un guerrier qui était peinard en fait. Et on voyait qu'il était habitué à conquérir des mondes, qu'il était au KLM, il prenait son temps, il aimait bien provoquer, et en plus il sortait vraiment des phrases bien écrites je trouvais. Quand il y a l'autre qui dit s'il vous plaît j'ai une famille, et qui dit mais pourquoi tout le monde me dit ça, tu vois, ou quand il dit qu'il a le sang quand il dit que Wonder Man a le sang des anciens dieux et que les anciens dieux sont morts, etc., que lui il fait partie des nouveaux dieux. Je trouvais que quand Steppenwolf dit que Steve Cyborg vient d'une Motherbox et qu'il est fasciné par lui, j'aimais bien le côté sarcastique de Steppenwolf dans la version de Whedon, parce qu'il y avait des dialogues bien écrits. Et c'est tout. C'est tout ce que j'aimais bien. Sinon, ce Steppenwolf là est génial. Génial. Parce qu'il faut dire que Steppenwolf, ça m'a dérangé. Ce que j'ai aimé, c'est que Snyder s'est lâché niveau design. Il a vraiment fait un truc très rock à fond avec il a vraiment respecté à la fois. Steppenwolf dans les comics, c'est un perso secondaire, donc ça va pas déranger qu'il modifie beaucoup le personnage, mais il garde quand même la sève du personnage. En gros, Steppenwolf c'est l'oncle de Darkseid en fait, sauf qu'il est en dessous de Darkseid en termes de rang.
en fait. Parce que Darkseid est son maître et lui, il est le général, en fait. Et donc Steppenwolf est le général d'Apocalypse, c'est lui qui mène les armées, en fait. Et c'est lui qui conquiert les planètes, pour Darkseid. Et dans ce film-là, c'est exactement ça, en fait. Et donc son armure, c'est à peu près c'est un petit peu similaire. Il y a son arme classique qui est sa hache, il a ses cornes. Mais à part ça, c'est pas du tout le même design que dans les comics, mais il est encore plus badass du coup. Il y en a beaucoup qui gueulent que tous les habitants d'Apocalypse soient des aliens, alors que dans les comics, il y a que Darkseid qui est un alien. Ça va pas déranger plus que ça, à mon avis, je trouve. Mais oui, j'aime bien le design de Steppenwolf, je trouve. Il a un petit côté triste, touchant, il a une petite tête un peu de bulldog, un peu. Et avec sa petite barbichette qui rappelle un peu sa barbe des comics également. Et franchement, son design est très stylé. Je pensais qu'il allait être moche, mais au final, il est très bien, il passe très très bien. C'est pas le niveau de Thanos, parce que. Le truc, c'est que Thanos était bluffant parce qu'il avait des expressions humaines, alors que Steppenwolf, lui, il a clairement une tête d'alien, quoi. Il a des yeux, il a un nez écrasé, il a les yeux bien écarquillés, bien écartés. Donc oui, lui, c'est normal qu'il soit moins bluffant, mais il passe très très bien, je trouve, et le travail colossal qu'ils ont dû faire pour les mouvements de son armure, etc., c'est incroyable, hein, ce qu'ils ont dû faire en quelques mois. Et oui, du coup, je trouve que c'est un très bon personnage, vu que dans cette version, en fait, Steppenwolf a été exilé par Darkseid parce qu'il l'a trahi. Un petit peu déçu qu'on sache pas qu'est-ce qu'il a fait à Darkseid. À mon avis, c'est le classique il a voulu prendre son trône, à mon avis. Et donc, en échange, il doit conquérir 150 000 mondes pour lui. Et donc, dans Justice League, il a conquéri 100 000 mondes et il lui en reste 50 000 à conquérir. Parce qu'il faut savoir que les Darkseid, etc., c'est des êtres immortels, quoi. C'est les nouveaux dieux, donc ils sont immortels, ils vieillissent pas. Sauf s'ils se font tuer physiquement, mais ils meurent pas de vieillesse, quoi. Et du coup, Steppenwolf, je trouve aussi dommage qu'on n'évoque jamais qu'il est l'oncle de Darkseid, parce que comme si on avait su qu'il était l'oncle de Darkseid, ça aurait rendu Darkseid presque encore plus badass et puissant, parce que le gars a soumis son oncle, et son oncle, c'est censé être au-dessus de lui, quoi. Donc oui, ça marche très bien. Et puis j'aime bien son histoire, parce que c'est vraiment une histoire très nouveau dieu, parce que les nouveaux dieux, l'univers de Jack Kirby, c'est vraiment un univers très Game of Thrones, avec des guerres, des disputes entre familles, des massacres entre familles, des guerres entre clans, un côté très monarchique, très royauté, et également très mythologique, avec la mythologie grecque notamment. Et l'arc de Steppenwolf, c'est vraiment un arc digne des New Gods, en fait. C'est vraiment le cliché de l'arc mythologique, en fait. C'est le gars qui a été exilé par son maître et qui a été banni par son maître et qui est quasiment banni à vie parce qu'il doit conquérir 150 000 mondes, ce qui est quasiment infaisable. Donc le gars, il est banni à vie et il obéit à son maître malgré tout, il est possédé par lui et malgré tout, c'est un esclave en fait. Steppenwolf est devenu un esclave. Il faisait partie de la famille royale, maintenant c'est juste un esclave en fait. Et le truc c'est que du coup dans ce film-là, il découvre que l'équation anti-vie est là, donc Darkseid lui dit « Ok, ramène-moi l'équation anti-vie et là, je te libère enfin. » Et donc là, Steppenwolf, il a une chance d'enfin retourner à la maison, en fait. Il veut juste retourner à la maison. Et donc, quand la Ligue débarque et le trucide, l'embroche, le fout un coup de poing et le décapite, mais c'est horrible, tu vois. Le gars, il voulait juste rentrer à la maison et décapiter. Et ensuite, t'as Darkseid et Desaad qui s'en battent les reins, qui disent que c'était un connard, et voilà, c'était une merde. Du coup, vraiment, il a vraiment un arc. C'est vraiment une tragédie grecque. C'est pas seulement une tragédie digne des nouveaux deux, c'est une tragédie grecque. Et ça marche parfaitement. Et ça marche très bien, vu que du coup, cette fois, contrairement à la version de Whedon, c'est logique qu'il retrouve les boîtes parce que les paradémons les sentent et il interroge des gens dans le film. Du coup, il interroge des gens pour les retrouver. Et il n'a pas du tout la même attitude que dans la version de Whedon. Dans la version de Whedon, il était très à l'aise, très sarcastique. Là, c'est tout l'inverse. Là, il est pressé, il veut absolument avoir les boîtes. Il veut absolument avoir les boîtes, sinon il te tue en fait. Donc le gars il est pressé, il a pas le temps, il veut les boîtes en fait. Donc c'est absolument là, c'est complètement l'inverse de celui de Whedon. Et c'est un personnage attachant quand même, on est triste pour lui, quand il meurt on est triste, il se dit putain le pauvre. Le gars il a été banni, il a jamais pu retourner à la maison, et au final il est retourné à la maison, mais en tant que cadavre quoi. C'est tellement triste. Parce qu'il est retourné à la maison, c'est ça le plus drôle. Il est retourné à la maison mais en tant que cadavre avec une tête coupée quoi. Donc oui, l'arc de Steppenwolf marchait très bien. Franchement, un arc tragique, tragédie grecque, nickel. En plus, Steppenwolf, si vous regardez le film en anglais, vous pouvez voir qu'il utilise des anciens mots anglais en fait. Donc au lieu de dire you, il dit T-H-E-E, c'est le you du Moyen-Âge en fait. Donc j'ai bien aimé que même par le langage, il préservait le côté un peu monarchique et royal des New Gods, de Darkseid, de Desaad et de Steppenwolf quoi. Donc ça marchait très très bien pour le coup.
Ensuite, Alfred, vite fait, Alfred il est très cool, Jeremy Irons a me manqué dans le rôle parce que c'est mon Alfred préféré, il est génial, son accent est génial. Le fait que Batman soit un peu plus fun avec lui aussi, qu'il le remercie, Alfred qui a toujours les meilleurs clashs, les meilleurs dialogues, les meilleurs pics qui marchent bien. Et même sa petite relation avec Wonder Woman où il est content d'avoir une femme dans le manoir, tu vois, parce que Bruce Wayne est toujours solo. Le fait qu'il reste aussi la boussole morale de Batman également, mais que Bruce Wayne n'écoute pas forcément, donc oui. Alfred, on a les bases de Alfred, et le voir rencontrer toute la Ligue dans la Batcave, c'est génial aussi. Alfred, c'est le GOAT. J'aimerais tellement revoir Jimmy Irons en Alfred, il est génial. Ensuite, on a aussi, je regarde ma liste comme ça. Si Vulko, mais Vulko, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Il a embrouillé Aquan au début, à la fin, Aquan le pardonne, et à la fin, Aquan se rapproche de lui, et voilà. J'aime beaucoup son armure, mais c'est vrai qu'il a plus rien à voir par rapport au film Aquaman, pour le coup. Mais oui, c'était cool d'avoir Vulko qui revienne ici, vu que c'était censé être sa première apparition. Lex Luthor est là aussi, Lex Luthor, j'ai pas grand chose à dire, à part qu'on revoit la scène de BVS où son incrustation était dégueulasse, mais à part ça. Du coup, contrairement à la version de Whedon, il veut pas créer une ligue, il veut juste faire tuer Batman en fait, parce que c'est Batman qui l'a emprisonné à Arkham. Du coup, il veut se venger de Batman, et donc ça devait nous emmener au film Batman justement. Et j'aime bien Lex Luthor, vu qu'on dirait vraiment Lex Luthor en fait, dans un yacht avec des femmes de main Amazon en plus, avec costard cravate, chauve, un peu plus à l'aise, moins fou. Donc moi personnellement, j'aime bien ce Lex Luthor. Et j'aimerais vraiment qu'on voit la fin, ce qu'avait prévu au final Snyder pour le personnage en fait. Le fait qu'il devienne de plus en plus Lex Luthor des comics, plus froid, et qu'il fonde son équipe en fait, vu que Snyder avait prévu qu'il fonde une équipe de vilains quand même. Et c'est dommage qu'on ait jamais vu ce Lex Luthor fonder une équipe, mais du peu qu'on le voit c'était cool, et il se rapproche des Lex Luthor des comics, et merci J.J. Eisenberg pour ce rôle qui aura tant divisé. Et donc dans ce cas, parlons vite fait de Deathstroke. Deathstroke, l'armure complètement repris de Arkham Origins. Mais c'est la meilleure armure, il est badass. Joe Manganiello, c'était un fancast que tout le monde voulait en Deathstroke, et le gars il a 2 scènes. Le gars il a la scène où il est recruté par Luthor, qui est là pour nous teaser le film Batman, il est très bon dans la scène, et il a la scène du Nightmare où il est bien aussi, il passe très bien pour un Nightmare, et j'aime beaucoup aimer les idées de Joe Manganiello, vu que c'est Joe Manganiello qui a eu l'idée du Mohawk. Parce qu'il y a des militaires ont l'habitude de se faire un Mohawk quand ils pensent qu'ils vont mourir. Et donc c'est une idée que Manganiello a conseillé à Snyder pour le Nightmare, et Snyder a dit ouais, vas-y fais-le, rase-toi, fais-toi un Mohawk, et il l'a fait. Donc c'était rien que. Donc oui, ce qui est intéressant chez Deathstroke est surtout visuel, parce que il a peu de dialogue et il y a que 2 scènes. Et il y a aussi le fait qu'il est le logo de la Ligue des Assassins en fait, avec lui. Ce qui veut dire qu'il a été entraîné par eux, et que c'est pour ça qu'il a une épée, parce qu'il a fait partie de la Ligue des Assassins. Et Joe Manganiello veut absolument que Deathstroke ait un film ou une série où on le voit en tant que militaire, sa backstory, quoi, quand il était militaire, quand il a eu son fils, quand il l'a perdu, quand il a été entraîné par la Ligue des Assassins, exactement comme Batman, peut-être que Batman était là quand il a été entraîné, et comment il est devenu du coup le plus grand mercenaire de tous les temps, quoi. Donc Deathstroke, c'est le seul où je serais vraiment dégoûté si on le revoit pas après. Franchement, il faut revoir Deathstroke. Parce que Joe Manganiello, ça fait des années qu'il a investi pour le rôle. Il aurait dû le jouer dans Suicide Squad, il aurait dû le jouer dans Suicide Squad 2, il aurait dû le jouer dans le film Batman de Ben Affleck, il aurait dû le jouer dans le film Deathstroke, il a fait des entraînements, il a lu tous les comics, et il a jamais eu l'occasion de le jouer, quoi. Donc, s'il vous plaît, donnez un truc grand à Manganiello, please. Parce que c'est vraiment lui la tragédie grecque de cette histoire, je trouve. C'est vraiment lui qui est triste dans cette histoire. Donc j'aimerais vraiment qu'il ait sa chance, vraiment, vraiment. Martha, c'était sympa, Martha, vu que la grosse scène de Martha, c'était quand elle était Martian Hunter, il n'y a pas grand chose à dire sur Martha en elle-même. Et Hippolyta, on la voit beaucoup, Hippolyta. Elle est très stylée, les Amazones sont très stylées avec le fameux We Have No Fear qui est très stylé également. Et voilà, c'est un bon personnage, on la voit pas mal dans le film. D'ailleurs, elle a la cape que Wonder Man aurait dû avoir dans le premier Wonder Man, et c'était cool qu'elle ait cette cape, pour ceux qui avaient déjà vu des vieilles photos de making-of. Oui, elle est cool en fait. James Gordon, je vais voir J.K. Simmons sur Gordon, on dirait vraiment, c'est le Gordon des dessins animés, c'est le gars avec le chapeau, la cravate, cheveux blancs. J.K. Simmons est excellent en 2 scènes, et il faut le revoir, tout simplement. On a Mera, qu'on voit beaucoup aussi dans le film. Comme j'ai dit, j'aimais bien l'idée de l'accent britannique, et je trouve dommage que pour les autres films, ça a été enlevé. Et oui, c'était cool de la voir après la mort d'Aquaman, sa réaction à sa mort, comment elle est enragée, le fait qu'elle ait quasiment plus d'eau dans le Nightmare, sa relation, le fait qu'elle soit complètement incohérente avec le film Aquaman, vu qu'elle dit qu'elle a perdu toute sa famille et qu'elle a été élevée par la mère d'Aquaman, alors que dans Aquaman c'est pas du tout le cas, parce qu'il y a son père dans Aquaman, sa relation avec Aquaman qui marche bien, etc. Mais là on la voit beaucoup quand même, et on a des utilisations de ses pouvoirs qui sont quand même intéressantes, qu'on n'avait pas vu dans Aquaman, quand elle enlève l'eau du corps de Steppenwolf. Et donc oui, c'était cool pour Mera. Ryan Shaw, c'est un perso qui est un peu triste aussi, parce que du coup Ryan Shaw il est là pour la diversité, c'est un personnage asiatique, il est destiné à être le super-héros Atom en fait.
Et donc, du coup, pendant tout le film, il est le second de Silas Stone. On voit qu'il a des habits qui font référence à Atom, en fait, vu qu'il a des chemises bleues et rouges. Et on voit et à la fin, il devient carrément directeur de Star Labs. Et on voit que c'est un gars qui, contrairement à Silas, sait équilibrer boulot et vie privée, vu qu'il parle de sa copine, il fait des blagues. Donc, on voit que lui, c'est un peu le scientifique parfait. Et donc, Snyder avait dit qu'il avait mis ce personnage parce qu'après, il voulait faire un film Atom, en fait. Un film Atom en Chine, où il serait devenu Atom, en fait. Et c'est dommage qu'il ne le soit pas devenu, du coup. C'est dommage, mais c'est très, très cool d'avoir Atom dans le film, malgré tout, avant qu'il devienne Atom. Mais c'était cool d'avoir Atom quand même, mais c'est dommage qu'on n'ait pas eu ça, surtout que DC, en ce qui concerne la Chine, DC n'ont rien. Donc ce serait l'occasion que DC conquiert le public chinois, quoi, pour Atom. Silas Stone, j'ai déjà parlé dans la partie avec Cyborg. Ares aussi, il était stylé dans sa petite scénette dans les flashbacks. Zeus et Artemis aussi, j'avais dit que Zeus faisait pas rappeler Shazam également. Desad, on parlera de Darkseid à la fin, j'ai l'impression. Desad, en fait, je trouve qu'ils ont bien respecté le personnage, vu que Desad, dans les comics, c'est un peu, si vous connaissez bien Transformers, c'est un peu le Starscream de Darkseid. En gros, c'est comme ce qu'est Starscream à Megatron. C'est le gars qui a une capuche qui est un peu machiavélique, comme ça, tu vois, qui est à la droite de Darkseid, et qui est prêt à le trahir s'il le faut, et c'est le maître de torture, c'est le tortionnaire public de Darkseid, c'est lui qui torture les gens qui font du mal à Darkseid, et donc c'est lui qui fait le lien entre Darkseid et Steppenwolf, et on voit que c'est le Desad des comics, hein, c'est le Desad des comics, hein, c'est vraiment ça, quoi. À la fin, quand Steppenwolf il crève, il s'en bat les reins, il fait... Bon, je t'avais dit que Steppenwolf c'est une grosse merde, tu aurais dû m'écouter, Darkseid était en mode... C'est vrai. du coup, Desad, c'est le gars qui veut montrer qu'il est utile à Darkseid et qu'il est vraiment fidèle à lui, qu'il est machiavélique, et le gars il martyrise Steppenwolf pendant tout le film, donc oui, ça c'est... Et puis il a un look assez terrifiant, donc son look marche bien. C'est le Desad des comics, c'est Desad, il est génial. C'est Desad. Et petite mention spéciale à la petite apparition de Granny Goodness, Mamie Bonheur, qui est plutôt stylée aussi, son design est plutôt stylé, elle est faite en CGI par ailleurs, pas d'actrice. Elle est plutôt stylée, ça marche bien son design. Et voilà, c'était sympa d'avoir une bonne adaptation live de 2 secondes de Granny Goodness, du coup. Voilà, de Mamie Bonheur. Et c'est dommage qu'on n'ait pas eu toute la famille, les autres personnages de la famille, Calibac, Mantis, les femelles Fury, tous les autres personnages de la guilde de Darkseid. Un petit peu déçu. Et on a bien sûr Darkseid. Et je trouve que la promo en a fait trop sur Darkseid. De base, je trouve que la promo en a fait trop. Genre, ils ont mis 3 trailers, ils ont mis un teaser par personnage. Pour moi, ils auraient juste pu se limiter à un trailer et les teasers par personnage, parce que sinon, par exemple, le dernier trailer était vraiment de trop, par exemple. Et il y avait des spots TV qui étaient de trop. Donc je trouvais qu'au niveau de la promo, ils spoilaient un peu trop, ça c'est l'un des défauts, et ils ont trop overhypé Darkseid. On aurait dit que le gars était le méchant principal, tellement, alors que non. Darkseid, on le voit 7 minutes à tout casser dans le film. Comme je le dis, on est un peu... le personnage est bien interprété par Ray Porter qui fait sa voix, mais ça dure pas longtemps. J'aime beaucoup son design, avec son armure, le logo Omega comme dans New 52, etc. J'aime bien son design, il est fidèle aux comics, il est stylé quand il est dans son trône, même si je pensais que cette scène était beaucoup plus longue du coup du trône, alors que non, c'est un truc de 10 secondes. Et puis les rayons Omega, mais les rayons Omega sont magiques. Voir les rayons Omega en live, le voir désintégrer avec ses rayons Omega, qu'il n'avait pas dans la scène de flashback. Parce que c'est là dans la scène de flashback, l'un des défauts, c'est que du coup Darkseid est ridiculisé, et perd un peu de sa superbe pour le reste du film, malheureusement. Même s'il est quand même puissant et il a tué un Green Lantern, mais bon. Voilà, mais il faut garder en tête que Darkseid est jeune dans cette scène. Et c'est là qu'on a aussi l'une des grosses incohérences du film, c'est Darkseid qui a oublié que l'anti-life equation était sur Terre, en fait. Il avait oublié, alors que c'est son objectif dans la vie, il va enfin dans le truc où il y a l'équation, et il est tellement blessé qu'il l'oublie, frère. Je trouvais ça débile, par contre. Ça, c'est une grosse incohérence, et ça, c'est débile. Ça, c'est débile. Ça, c'est débile, pour le coup, ça, c'est débile. Mais oui, c'est exactement comme dans les comics. Il est jeune, il est moins puissant. À un moment donné, il réussit à devenir le dictateur d'Apocalypse. Un gars qui a des esclaves, qui est vénéré. Darkseid, c'est un peu comme Negan dans The Walking Dead. C'est un gars c'est un gars qui applique tellement de bases, qui est tellement à fond sur ses esclaves, que ses esclaves l'aiment, en fait. En gros, il l'aime alors que ce sont des esclaves, quoi. Et donc Darkseid, c'est tellement génial de voir les paradémons s'agenouiller devant lui, reculer de frayeur, Steppenwolf reculer de frayeur. C'est vraiment en termes de présence, c'est Darkseid, quoi.
Le seul truc, c'est que du coup, il est un peu perdu de sa superbe à cause de sa perte dans la scène de flashback, malheureusement. Mais il est bien fait, il est bien mis en valeur, bien mis en scène. Quand il apparaît pour la première fois, c'est bien iconisé. Et puis quand on le voit contrôler Superman, quand on voit comme dans les comics en faire de Superman son général, comme dans le dessin animé, également c'est cool, le voir tuer Aquaman, le voir tuer Wonder Woman, etc. Et ça, le voir dans le trône d'Apocalypse avec tous les vitraux à son visage, à son image, c'est génial. Et de voir Apocalypse en live action de base, c'est cool, même si on voit pas la planète entière, mais ça reste stylé. Voilà, on voit à quel point Darkseid c'est un vrai gars qui a peur de rien, qui veut niquer le monde, contrôler l'univers avec l'anti-life equation, l'équation anti-vie. Et oui, excellent personnage, qui en dégage. Mon seul vrai défaut, c'est que Darkseid, dans les comics, il est tout le temps comme ça. Il marche toujours comme ça, le gars il est tellement badass qu'il il a les bras croisés, quoi. Le gars il suffit juste qu'il tire son laser et c'est bon. Alors que dans ce film, il est toujours comme ça. Et j'ai fait non, c'est la pose de Darkseid, ça c'est la pose de Darkseid, les gars. Le gars a toujours les mains derrière le dos. C'est ça sa pose. Et le truc c'est dans le film il le fait. Le truc c'est que dans le film il le fait, en fait. Mais il le fait en se retournant et ensuite quand il se retourne, il enlève les bras en fait. On était à ça. On était à ça de la pose de Darkseid. Shit. J'ai le seum. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de revoir Darkseid, puisqu'en plus ils ont annulé le putain de film New Gods qui aurait été centré sur lui et je suis dégoûté. Warner, je vous emmerde, Warner. Rien que pour ça, je vous emmerde pour le film New Gods. Ensuite, nous allons parler de Martian Manhunter. Et avant tout, dans la scène finale, il aurait dû avoir John Stewart, Green Lantern, dans cette scène. C'était l'acteur Wayne Ticker qui jouait le personnage. Il devait aussi avoir Ryan Reynolds en Green Lantern secondaire, mais il n'était pas disponible, donc Snyder n'a pas pu l'avoir. Il devait jouer Hal Jordan, le Hal Jordan du film Green Lantern, du coup. Ce qui aurait été très cool. Et du coup, Snyder a tourné une scène avec John Stewart qui était avec Martian Hunter, mais Warner a dit non, je veux pas que tu mettes John Stewart, coupe ça. Et Zack Snyder était très dégoûté de couper cette scène parce que il est en train de couper un personnage de couleur, du coup. Mais du coup, il s'est dit, ok, on va le remplacer avec Harry Lennox, Martian Hunter, qui lui est un personnage de couleur, justement. L'acteur, bon, lui, il est... Bah oui, après, le personnage est aussi des couleurs, vu qu'il est vert, mais... Vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Donc, je suis très très triste pour le personnage de John Stewart, qu'on n'ait pas vu ça, sa scène, et j'espère vraiment que Snyder va nous faire un malin plaisir de nous la sortir sur Twitter. Ça m'étonnerait pas, le connaissant. Et donc Martian Hunter, moi personnellement, comme je l'ai dit, j'ai bien aimé la scène avec Martha, parce qu'à la fois, c'est dérangeant parce que c'est pas vrai Martha, mais à la fois j'aime bien cette scène parce que on découvre du coup que Martian Hunter c'était le général Swanwick qui est là depuis le début des films en fait. C'était lui le général qui avait enfermé Superman, c'était lui qui avait affronté le général Zod, c'était lui qui avait aidé Lois Lane à enquêter avec les balles de Lex Luthor, c'était lui qui était secrétaire du président des États-Unis, c'était lui. Et donc le gars connaît Clark, il connaît Lex Luthor, et donc quand il vient voir Martha, il veut que Lois revienne parmi le monde des vivants parce qu'il connaît Lois et il est attaché à elle, il tient à Lois et il tient à Superman parce que Superman l'a inspiré. Parce que le truc intéressant avec Martian Hunter, c'est que lui il a un peu un arc. Il a un arc dans cette trilogie, mais en coulisses un peu. Parce qu'en gros, Martian Hunter il est sur Terre depuis des décennies. Il est là depuis très longtemps, Martian Hunter. Sauf que lui, contrairement à Superman, lui c'est un alien tout vert. Donc lui, il se transforme. Il a le pouvoir de se métamorphoser. Il peut pas se dévoiler à la lumière du jour en fait. Contrairement à Superman qui lui a un physique humain. Et le truc c'est que Superman a été accepté plus vite que Martian Hunter parce que Superman lui a un physique humain justement. Et même lui, et du coup Superman, Martian Hunter lui a préféré se cacher, parce que lui c'est un alien vert et donc il serait rejeté par les humains, donc il y a aussi ce petit message de la discrimination, il serait rejeté par les humains, et donc Martian Hunter s'est caché sous les traits du général Sandwick pendant des années, mais malgré tout, il se cache oui, mais il aide les humains, il fait en sorte que les humains réussissent à protéger la Terre avec leur propre force, en devenant le général et ensuite en devenant le secrétaire des États-Unis quoi. Donc on sent à quel point le gars est intelligent. Après il lit dans les pensées, donc il a un peu triché, mais on voit que le gars, même sous couverture, il reste un héros et il protège les humains qui n'est même pas son espèce. Donc c'est assez touchant ça. Et donc quand Superman est mort, quand il s'est sacrifié, et lui était là, vu il surveillait le combat final de BVS, quand Superman est mort, il est venu à son enterrement déjà. Il a été inspiré par Superman. Il se dit putain, cet alien comme moi, s'est sacrifié pour les humains. Et du coup c'est pour ça que Martian Hunter vient rendre hommage à l'héritage de Superman en faisant en sorte que Lois retrouve un travail et vive parmi les vivants en fait. C'est comme ça que je l'ai pris et il y a une double connotation pour moi parce que il y a aussi le fait que
Martian Hunter est le seul martien qui reste de sa planète, exactement comme Superman qui était le dernier kryptonien. Il a perdu ses enfants, sa femme, il les a vus mourir, il a vu sa planète mourir, il a vu sa race mourir. Le gars a tout perdu, il sait ce que ça fait de perdre un fils, une fille, il sait ce que ça fait, il sait ce que c'est de perdre une femme, un conjoint, une conjointe du coup. Donc oui, cette scène est assez forte. Quand tu connais l'histoire du personnage, cette scène est quand même forte parce que Martian Hunter est un personnage qui a tout perdu et qui malgré tout continue à se battre, mais pour une autre espèce. Donc au final, c'est un personnage extrêmement triste, mais positif, vu que les Martiens sont dans l'univers d'ici, les Martiens verts, pas les blancs. Les blancs, c'est des bâtards. Parce qu'il y a deux types de Martiens, blancs et verts. Les Martiens verts sont un peuple presque pacifique, très gentil, très calme, et il le montre parfaitement. Et d'ailleurs, après dans les comics, l'identité humaine de Martian Hunter, c'est John Jones, qui est un enquêteur, et c'est pour ça dans BVS j'aime bien le fait qu'il aide Lois à enquêter, vu que du coup ça fait référence un peu aux comics où il est un enquêteur, du coup, bon là c'est le général Swanwick. Et donc quand la Ligue bat Steppenwolf, ben là officiellement, et que Superman est revenu à la vie, bien là il se dit, ok, je vais me montrer au grand jour, et c'est là qu'il se présente à Batman du coup, parce que c'est grâce à lui que c'est lui le représentant parfait du simple humain qui a réussi à sauver le monde contre des aliens. Donc il vient voir le gars qui a sauvé le monde et vient lui dire que si tu veux que je fasse partie de la Ligue, je serai là, t'inquiète. J'aimerais bien rejoindre l'équipe, et donc ça veut dire que Martian Hunter va donc dans l'avenir du DCU, s'il a hors champ bien sûr, parce que a priori le Snyder Cut sera le dernier truc de Snyder. Et bien on va dire que Martian Hunter s'est dévoilé au public, il fait partie de la Ligue, il est devenu un héros, et il a enfin trouvé sa place dans ce monde. Donc au final, ces deux petites scènes de Martian Hunter n'en disent pas trop, mais à la fois disent tout en fait. Quand on connaît le personnage, on se dit, ces scènes sont lourdes de sens, et ça marche très bien, je trouve. Et son arc aussi est terminé du coup, parce que lui c'était le gars qui voulait pas se dévoiler, à la fin du film il se dévoile, donc lui aussi son arc dans les 3 films est terminé également, du coup. Et aussi, son design, j'apprécie son design, le fait que ça se diffère du costume, du design de Supergirl, que j'aime bien aussi, mais qui est moche niveau CGI, un peu plus que celui-là. Même si celui-là est pas ouf niveau CGI, comme j'ai dit. Mais ouais, avec ses yeux rouges, des détails de peau qui marchent bien. Bon, le X, je suis pas un grand fan du X, par contre. La cape qui est très belle également. Il a un design que j'aime bien, original, mais que j'aime bien pour le coup. Donc ça, c'était plutôt cool, et ça a vraiment créé une belle fin, je trouve. On a le Joker, mais le Joker, vous aurez une vidéo dédiée sur le Joker, mais comme j'ai dit, j'ai adoré sa prestation, Jared Leto mérite tout ce qu'il lui faut. Je trouve sous-coté le Joker, même après le Snyder Cut, moi je trouve qu'il a été excellent, qu'il a eu droit à sa rédemption, et j'adore ce Joker, c'est bon. En une scène, il m'a convaincu, et vous aurez une vidéo spéciale sur Batman et le Joker. Ça va être très très spécial dans la chaîne. Donc j'ai pas trop parlé du Joker, hormis le fait de vous dire que il était génial et que la rivalité avec Batman était géniale, mais je vais vous développer tout ça en une grosse vidéo qui va être à fond sur leur psychologie. J'espère que vous avez kiffé, donc oui, le Joker était cool. Et donc j'aimerais juste continuer sur un dernier point maintenant, après les personnages. J'aimerais continuer sur l'avenir, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés. Le fait que personnellement, je trouve que la fin de Justice League fait fin un peu à la glace. Pour ceux qui regardent les films de Shyamalan, Incassable, Glace, etc., ça m'a vraiment fait penser. Moi, je me suis dit, à la fin moi, je trouve que la fin du film fait vraiment une fin, ok, ça ouvre des portes, mais c'est pas grave s'il n'y a pas de suite, je trouve. Et c'est pour ça que même si je suis dégoûté s'il n'y aura jamais de suite, bien sûr, je ne serais pas non plus dégoûté de ouf, parce que je trouve que Snyder a réussi à clore sa saga parfaitement avec cette scène finale qu'il a faite récemment. Je m'explique, ce film ouvre des portes ouvertes, oui, avec l'autre, le Rancho qui va devenir Atom, avec tous les personnages qui ont leur avenir qui va être écrit, avec le Nightmare ce futur qui est censé arriver, avec Darkseid qui va venir sur Terre, avec Deathstroke qui va essayer de tuer Batman, avec Lex Luthor qui va fonder une équipe. On a beaucoup de portes ouvertes, mais juste après toutes ces portes ouvertes, je trouve qu'on a cette scène-là avec Batman, en gros. Et dans cette scène, j'ai vraiment vu un côté. Déjà le film se termine avec une musique plein d'espoir, plein d'espoir. Et quand tu entends cette musique, le thème de la vie, t'as vraiment ce côté accomplissement. Comme si c'est fini. T'as vu la trilogie, c'était beau, tu vois. Et le truc, c'est comme j'ai dit, cette fin fait vraiment fin ouverte, mais à la fois, c'est pas grave si elle est fermée. Parce que dans cette scène, tu as Martian Hunter qui est là, et Martian Hunter représente l'avenir des héros, l'avenir des héros d'ici. Il est là pour représenter le fait que, ok, Bruce Wayne a réussi à créer une famille, à créer des héros, et maintenant de plus en plus de héros vont arriver dans cet univers. Et donc,
j'ai un peu eu cette sensation de ok, donc cette scène est vraiment axée sur l'espoir parce que Batman et Superman ont inspiré des héros, et maintenant de plus en plus de héros vont émerger grâce à eux, et la Terre sera prête quand Darkseid va arriver. J'ai vraiment vu cette scène comme ça, comme un accomplissement, que ok, il y a tous les méchants qui arrivent, il y a tout l'univers d'ici qui arrive pour les défoncer, mais ils seront prêts. Et donc, j'ai vraiment trouvé que c'était la fin d'une origin story en fait, et que tout l'univers d'ici après c'était les films d'après, et que cette trilogie c'était l'univers d'ici qui était en formation en fait. Et donc quand le film se termine, j'ai vraiment l'impression que ok, la Ligue existe, ils seront prêts pour affronter Darkseid, ils vont gagner, ce sera fini, voilà. Moi j'ai vraiment pris cette scène comme ça, et donc moi j'ai vraiment pris cette scène comme une conclusion, je trouve, puisque comme j'ai dit, tous les personnages de la Ligue ont leurs arcs conclus, qu'ils proviennent de Man of Steel, de BVS ou de Justice League. Et ces portes ouvertes sont surtout là pour le fanservice, dans ma pensée. Et cette fin est surtout là pour nous dire, même s'il n'y a pas de suite, au moins, regarde ce qu'on a fait, quoi. Regarde l'accomplissement qu'on a fait, regarde ce plan final où tu vois... Pour moi, c'est vraiment une fin qui redirige vers un avenir gradieux, en fait. Cette scène de fin mène vers un avenir gradueux avec un gros soleil, avec le hall de justice qui est en train de se construire derrière, Martian Hunter qui représente les futurs héros qui vont émerger devant. Au centre, tu as le Bruce Wayne qui est le créateur, qui est l'instigateur de cet avènement des héros, et la ville qui est protégée derrière. Le plan de fin, pour moi, c'est vraiment l'espoir en fait. C'est que peu importe ce qui va se passer, les héros sont là, la fin sera radieuse dans tous les cas. Les héros existent. Le Snyder Cut est sorti. Voilà. Donc voilà, j'ai fait une très très longue... Ouh là là, j'ai fait plus de 3 heures, là, j'ai fait plus de 3 heures. Ouh là là. Le montage va être abominable. Je vous le dis tout de suite. Mais voilà. Bien sûr, j'aimerais qu'on reste dans le Snyderverse, qu'on voit Deathstroke, qu'on voit Martian Hunter, qu'on voit le film de Batfleck, qu'on voit les Justice League 2 et 3 en animation. Impossible que ça arrive en live, en animation, bien sûr. Mais dans tous les cas, je garde espoir pour Ben Affleck et Henry Cavill parce que Ben Affleck reviendra dans le film Flash et j'ai espoir qu'Henry Cavill revienne un jour en Superman. Et une pensée pour Ray Fisher qui a vraiment été excellent dans ce film et qui aura fait un excellent cyborg et qui a préféré quitter le rôle en héros que plutôt de rester un héros fictif comme les cyborgs et qui a parfaitement bien représenté la cause afro-américaine et la cause des personnes à handicap en jouant ce personnage. Voilà. Et une pensée à Snyder qui a rendu hommage à sa fille, qui a su dire au revoir avec ce film, qui a su dire au revoir avec ce film à sa fille, qui a su accepter son deuil, comme la plupart des personnages de ce film. Non, c'est dans WandaVision, c'est parce que je fais la critique de WandaVision juste avant, mais il y a quand même des personnages qui acceptent leur deuil dans ce film-là aussi, qui a su accepter son deuil avec un film très fort, avec quelques scènes qui rappellent un peu le père qu'il est, et la tristesse qu'il a dû vivre. Donc voilà, merci beaucoup Zack Snyder, on a très hâte de voir l'Armée des Morts l'année prochaine, le mois prochain, au moment où je tourne cette vidéo, on a très hâte de voir ce que tu vas nous proposer après, on espère que tu vas réussir à restaurer le Snyderverse, mais en tout cas, merci beaucoup. Ce film a plein de défauts, et j'ai quand même énuméré certains trucs que j'ai bien de chez Whedon, malgré tout, et quelques défauts que j'ai peut-être oubliés. Ok, non, au niveau des défauts, j'ai tout dit. Il y a quand même des défauts, et c'est pour ça que pour moi c'est le moins bon des films de Snyder dans le DCU. Et donc voilà, mais ça reste un excellent film, et c'est dans le haut du panier, largement, c'est dans le top 5. Sur les 10 films, c'est dans le top 5. Top 4, numéro 4 ou numéro 3. Non, numéro 5 ou numéro 4. Parce que dans le DCU, c'est numéro 3 à mon avis. Pour moi c'est juste BVS, Man of Steel, Justice League. Après, si tu mets les films depuis 2013, il y a Joker au-dessus de Justice League à mon avis. Mais j'aimais bien dans l'univers de Whedon, j'aimais bien la scène d'intro de Batman du Paradémon, ça donnait un moment de gloire à Batman justement que je trouvais n'avait pas trop dans ce film, dans le Snyder Cut. J'aimais bien l'idée du ciel rouge dans le combat final, justement c'est un truc classique des comics, où quand tu as une crise en gros qui débarque, une crise d'alien, une invasion, etc., tu as le ciel qui devient rouge en fait. Et il y a aussi la transformation des Paradémons, la scène du Everybody Knows, je savais qu'il n'était pas dans le film, mais c'était quand même une scène cool chez Whedon. Et il y a aussi la petite scène de Flash qui fait une blague en dessinant sur la gueule du gars, que j'ai trouvé fun aussi. Voilà, et le petit moment où, j'ai dit, j'aimais beaucoup la scène où Batman, même s'il n'y a aucune photographie, c'est ça qui est chiant, où Batman et Alfred parlent et on voit qu'il y a un petit truc de samouraï pour montrer que Batman a bien été entraîné en Asie également, donc c'était cool aussi, mais voilà. C'est des petits points forts, parce que le gros, il est dans le Snyder Cut, il est sorti, on l'a fait, on l'a réalisé, on y a cru, on a pris espoir, on a eu espoir,
On a eu 4 heures plein la gueule, c'était génial. Merci Snyder, je vais fermer ma gueule parce que même moi, ma voix, elle est KO, j'ai mal ici, je vais plus parler de la journée. Merci. Et restore de Snyderverse. Ciao. And it is not somebody who has seen the light. It's a call.